En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Olivier, ça me fait rire, Salut, ça, les Richard. gens, tu sais, mettons, les végétariens, les gens qui sont du tourisme du végétarisme. Oui. Là. Je vais me faire un petit repas végétarien, mais tu sais, il faut que ça ressemble à du poulet ou que ça ressemble à un steak. Ça me fait rire, Et ça. ça a fait un sacré buzz il y a à peu près 3-4 ans, Richard. On a vu des joueurs comme Beyond Meat Oui, aller chercher des dizaines et des dizaines de millions de dollars sur les marchés boursiers. Et ça avait créé un buzz à un tel point que les investisseurs étaient friands d'entreprises qui offraient des produits végés, véganes, comme les boulettes Beyond Meat, le faux bœuf haché. Je me souviens d'une époque, là, si un restaurant, une chaîne annonçait sur son menu de la fausse viande, là, Beyond Meat, le titre en bourse partait à la hausse. Il y avait un buzz. L'action de Beyond Meat, depuis 5 ans, Richard, a perdu à la bourse de New York 98 de sa valeur. T'expliques ça comment? C'est la fin de... Il y avait toute une embellie. À un certain moment, les investisseurs avaient même comme hypothèse que la viande rouge allait presque disparaître. Là, et que ces options véganes qui ont été étudiées par Protégez-vous, c'était intéressant. Mais j'en ai acheté, moi, des galettes de Beyond Meat là, pour faire des hamburgers et tout ça. T'as bien fait d'acheter des galettes et non des actions. Parce qu'il y a 5 ans, une action de Beyond Meat était à 156 $ à la bourse de New York. En ce moment même, l'action est à 2,50 $. Ben voilà. On est passé de 156 à 2,50 $. Il y a des investisseurs et des actionnaires qui ont fait une sacrée indigestion au cours des dernières années, Richard. Espérons que les finances du gouvernement fédéral ne feront pas boulette. Ben justement, c'est bon ça. Oh, c'est une boulette. Ça vient de l'oracle de Dolbeau qui vient de me la texter. Alors, tu veux nous parler justement du gouvernement et des défis qui attendent le gouvernement Carney. Tu sais, quand quelqu'un est nommé ministre, Richard, il arrive dans son bureau à Ottawa. Les murs viennent d'être repeinturés, puis il y a une enveloppe sur le bureau. C'est ce qu'on appelle la lettre de mandat. Le premier ministre donne ses objectifs, les cibles que les ministres devront éventuellement aller atteindre. Et je me suis dit, faisons l'exercice ensemble de prendre les ministères économiques du gouvernement fédéral et les nouveaux ministres qui ont été nommés aujourd'hui et essayons de penser à quoi pourrait ressembler leur lettre de mandat. À commencer par le ministre énergisière, François-Philippe Champagne, oui. qui, évidemment, hérite du poste de ministre des Finances. C'est en quelque sorte le numéro 2. Dans la lettre de mandat, je pense que Mark Carney devrait faire lui-même une promesse. Garder un bon bras de distance avec son ministre des Finances. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la mémoire courte, remonte à Bill Morneau, le premier ministre des Finances sous le gouvernement de Justin Trudeau, à partir de 2015, ça a mal fini. Ça a vraiment mal fini. Ça a fini en chicane. Puis si vous avez lu ce que Bill Morneau a écrit après... Oui, je me souviens. Oui. Il en avait sa claque de l'ingérence du bureau du premier ministre dans les finances du gouvernement. Même chose avec Chrystia Freeland. Tu sais que ça a fini en... vraiment, ça s'est gâté à la fin entre elle et Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau se mêlait énormément de finances et de politique publique en matière de finances. Mais c'est pas normal que le premier ministre dise « Regarde, moi, je vais aller là, puis je veux m'assurer que tout le monde va dans la direction où c'est je veux normal, aller. Richard, mais si tu choisis comme ministre des Finances un Bill Morneau ou une Chrystia Freeland, des têtes fortes qui ont eux-mêmes des visions et de l'expérience, ben, il y a une limite à ce que tu peux faire en termes d'ingérence ou d'orientation. Micro-gestion. Exactement. Alors, j'espère que François-Philippe Champagne et Mark Carney sont sur la même longueur d'onde. Et une chose est sûre, il faut absolument qu'il y ait un bras de distance parce que Mark Carney aura peut-être cette tentation comme ex-gouverneur de Banque centrale de se mêler de finances. Alors, dans cette lettre de mandat également, je suggérerais d'utiliser un bic cristal bleu et de peut-être laisser le bic rouge dans le coffre à crayon parce qu'on est assez endetté et que les finances publiques du Canada sont en lambeaux à l'heure actuelle. Oui, mais il a l'air à vouloir endetter encore plus. Écoute, il a fait de belles promesses. On verra comment ces promesses vont se matérialiser. Et ça m'amène à te parler de la lettre de mandat de Mélanie Joly, qui hérite du ministère de l'Industrie. C'est une démotion. Ben, écoute, moi, je vois ça comme un déplacement latéral. Je pense que le ministère des Affaires étrangères était très sollicitant pour Mélanie Joly. L'industrie, c'est comme le ministère de l'économie au Québec. Alors, les défis sont titanesques, Richard. L'économie du Canada est une économie boiteuse qui stagne de trimestre en trimestre. On a
pas de croissance par habitant. Le taux de chômage avoisine les 7 %. En matière de productivité, on est des cancres parmi les économies avancées. Il va falloir trouver des filières où investir, stimuler l'investissement privé, permettre aux entreprises d'avoir les capitaux nécessaires pour devenir plus productives. Donc, il y a vraiment d'énormes défis qui attendent la nouvelle ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, dans un contexte pas évident où on n'a pas la marge de manœuvre, on n'a pas le luxe de lancer de l'argent à gauche, à droite. On n'a plus le luxe en 2025, Richard, de jeter de l'argent dans la filière batterie en se disant il n'y aura pas de lendemain. Donc, de gros défis dans la lettre de mandat de Mélanie Joly, stimuler l'investissement, permettre au pays de retrouver le chemin de la croissance et évidemment naviguer dans l'incertitude économique que l'on connaît. Et dans le débat protection de l'environnement, énergie verte et puis croissance économique. Le yin et le yang. Il se situe où, lui? Bien, il faudra voir comment le gouvernement va, essayer de négocier le virage de l'électrification puis le respect de l'atteinte des cibles qu'on s'est fixées. Parce que là, il y a toute l'idée là, que pendant la crise avec Trump, là, de construire un oléoduc qui traverserait les provinces. D'ouest en est, il faudra voir. Puis l'exploration minière également, à quel point il y aura de l'acceptabilité. C'est effectivement un gros travail qui attend ce gouvernement-là. L'autre ministre dont je veux te parler, c'est Greg Robertson, qui est un inconnu au Québec, mais qui a été nommé ministre du Logement et de l'Infrastructure. C'est le ministre Bonneville ou le ministre Laprise, celui qui va être chargé, Richard, de mettre en chantier des maisons usinées. Parce que tu sais que c'est l'objectif du gouvernement fédéral pour régler la crise du logement. Oui. Mark Carney veut une nouvelle société d'État qui va s'appeler Maison Canada. Bâtir Maison Canada, qui est devenue Maison Canada après 60 minutes de rigolade. Et le gouvernement, puis c'était ma chronique ce matin dans le Journal de Montréal, puis dans la lettre de mandat, tiens, je vais m'inspirer de cette chronique que j'ai écrite, dans la lettre de mandat du ministre du Logement, essayer de régler la crise avec des partenaires. Parce que la seule idée d'usiner des maisons, qui est une bonne idée en soi, parce que c'est plus rapide, il y a une crise de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Donc, usiner des maisons, c'est une bonne idée. Mais Richard, il va falloir négocier avec les villes pour obtenir des permis. Il va falloir essayer d'uniformiser les codes du bâtiment. Il va falloir peut-être jouer dans les règles hypothécaires. Alors, il y a un paquet de choses qu'il va falloir faire pour régler cette crise-là une fois pour tout. Parce que depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015, le prix d'une maison unifamiliale a pratiquement doublé au Canada et dépasse désormais les 850 000 $ en moyenne nationale. Ah, mais quand on veut faire les choses différemment, ça dérange. Il faudrait bâtir 2 fois plus, Richard, 3 fois plus de maisons. On a accueilli tellement de nouveaux arrivants ces dernières années sans planifier un nombre suffisamment de logements. Dans la lettre de mandat de Greg Robertson, qui est un ancien ministre dans l'ouest du pays, un ancien maire également dans la région de Vancouver, il sait c'est quoi le problème. Maintenant, c'est bien beau Maison Canada, c'est bien beau que le gouvernement du Canada veuille se lancer dans la construction de maisons préfabriquées comme Bonneville et Laprise, mais ça va prendre plus. Ça va prendre des maires qui embarquent, des gouvernements provinciaux qui acceptent que des codes du bâtiment soient uniformes. C'est pas vrai qu'une municipalité va d'un côté dire nous on refuse des triplex, puis l'autre non au duplex, puis l'autre le balcon vert, on n'aime pas ça. Il va falloir piler sur quelques orteils. Exactement. Et je terminerai avec la lettre de mandat de Dominique Leblanc, c'est notre nouveau capitaine Canada qui s'occupe des relations Canada-États-Unis. Aimerais-tu être dans ses chaussures, Richard? Non. Écoute, moi, dans la lettre de mandat, garde le numéro de téléphone cellulaire de Howard Lutnick dans tes favoris. Alors ça, c'est évidemment un des proches conseillers économiques de Donald Trump. Et on sait que Dominique Leblanc a développé une relation avec lui et essaie d'amorcer la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique le plus rapidement possible. Si Trump est capable de s'entendre avec la Chine, je vois pas pourquoi il serait pas capable de s'entendre avec le Canada. Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens de lui offrir un gros cadeau. Tu sais, un Boeing ou... Oui, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait lui offrir un jet de bombardier. Non? Ça doit se négocier, ça. Une motoneige.
Une motoneige électrique motoneige. de Taïga. Ah non, Taïga a fait faillite, Richard. Un autobus électrique. Un autobus électrique. De Lyon électrique. Tu sais, je termine avec ça. J'ai eu des petites informations. J'étais en communication cet après-midi avec Vincent Chiara, celui qui fait partie de ce groupe d'investisseurs qui veulent racheter Lyon électrique. Et le deal n'est pas finalisé pour le rachat de Lyon électrique, mais tout indique que c'est sur la bonne voie et que l'entreprise pourrait passer entre les mains d'investisseurs québécois cette semaine. C'est à surveiller. Francis qui va être content. Et tu as une fort jolie cravate. Je dois te dire ça. Je te voyais Elle est regarder ma magnifique, cravate. oui. Regarde. Elle est belle. Elle est belle, hein? Tom Ford. C'est une Tom Ford. Mais c'est pour ça que je la trouvais belle. Puis je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret, Richard. C'est Pierre Bruno qui me l'a offerte. C'est vrai. Oui, en quittant, il y avait ça dans son bureau. Il m'a dit, tiens, je te la laisse et je la trouve magnifique aussi. Elle est très belle. On t'écoute bien sûr à 22h. Merci, Richard. Merci, salut.